Pimpant, saison 4, rejeté par tous les investisseurs. 0 €. Le soir de la diffusion, 150 000 € de chiffre d'affaires en 45 minutes. Constant et Zoé, saison 1, 150 000 € signés, le deal est honoré, une success story. Mars 2024, liquidation judiciaire. L'entreprise n'existe plus. Bob, le mini lave-vaisselle, le plus gros deal de l'histoire de l'émission, 500 000 €, symbole du Made in France, février 2024, cessation de paiement. J'ai épluché 5 saisons de Qui veut être mon associé, les registres des tribunaux de commerce, les interviews, les rapports financiers, et j'ai découvert un truc contre-intuitif. À Qui veut être mon associé, gagner le deal peut tuer votre boîte, et perdre devant les caméras peut vous rendre riche. 70% des promesses faites à l'antenne ne se concrétisent jamais. Mais ceux qui repartent sans rien comprennent un truc que les autres n'ont pas capté. L'émission n'est pas une banque, c'est une campagne de pub à 40 000 €, gratuite. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi les perdants de Qui veut être mon associé sont souvent plus riches que les gagnants. Et comment les entrepreneurs les plus malins utilisent l'émission sans jamais céder une seule part de leur boîte. Ce que l'on voit, c'est une poignée de main, un engagement, des larmes de joie. On imagine le virement bancaire qui suit. La réalité est dans les contrats. La poignée de main à l'antenne n'est qu'une promesse de principe. Elle n'a aucune valeur juridique. Entre cette promesse et un virement, il y a un tunnel qui peut durer jusqu'à 1 an, la due diligence. C'est un audit complet de votre entreprise. Les comptes, la technologie, les contrats. La moindre surprise, la moindre incohérence et le deal est annulé. Les chiffres officiels de la saison 4 peuvent vous laisser sans voix. 70% des poignées de main n'aboutissent jamais à un investissement. À peine un deal sur 3 est réellement signé. Le meilleur exemple de ce mirage, c'est Tony Parker. Icône du sport, investisseur star de l'émission, sa parole semble valoir de l'or. Sauf qu'en coulisses, c'est l'un des investisseurs les moins fiables. Sur les 10 startups pour lesquelles il s'est engagé devant les caméras, 6 n'ont jamais signé de contrat. 60% de promesses non tenues. L'indignation est simple, on vous vend un rêve de financement alors qu'on vous offre, dans la plupart des cas, un simple ticket de loterie. Les entrepreneurs basent parfois leur plan de trésorerie sur cette promesse. Ils attendent, ils espèrent, et pendant ce temps, les factures s'accumulent. Une promesse non tenue, c'est une déception, une trahison. Mais une déception n'est pas une faillite, car le vrai danger, ce n'est pas l'argent qu'on ne vous donne pas, c'est l'argent qu'on vous donne. On change de dimension. On ne parle plus d'une promesse brisée, mais de la mort d'une entreprise. Bienvenue dans le cimetière des gagnants. Des entreprises qui ont tout bien fait. Elles ont séduit, elles ont signé, elles ont touché l'argent, mais elles ont disparu. Prenons le cas de Constant et Zoé. Une marque de vêtements adaptée pour les personnes en situation de handicap. Une mission forte, ils passent dans la saison 1, ils obtiennent un deal, les 150 000 € sont versés sur leur compte. C'est le scénario parfait. Pourtant, le 7 mars 2024, la société est placée en liquidation judiciaire. Fin de l'histoire. Pourquoi ? Parce que 150 000 € ne peuvent pas vous sauver des réalités du marché. Chocs externes comme le Covid, la guerre en Ukraine et surtout un modèle économique qui n'était pas rentable à la base. L'argent des investisseurs n'a été qu'un sursis, un pansement sur une hémorragie. Et ce n'est pas un cas isolé. Atlas, la bague de paiement connecté, ils ont aussi eu un oui. Mais en mars 2024, le service est arrêté, la société est en faillite. Benenota, du linge de maison éco-responsable, un oui également, mais en 2024, ils annoncent leur cessation d'activité. L'argent des investisseurs ne résout pas les problèmes de fond d'une entreprise, il les masque. Pire, l'exposition médiatique qui accompagne le deal crée une pression immense pour la croissance. Il faut scaler, vite, embaucher, dépenser. C'est une fuite en avant fatale si les fondations ne sont pas saines. Recevoir de l'argent et échouer, c'est une tragédie pour un entrepreneur. Mais c'est une tragédie presque logique pour des entreprises encore fragiles. Là où le système devient vraiment pervers, c'est quand il s'attaque à une entreprise qui avait tout pour réussir. Une icône du Made in France. Un succès commercial fulgurant qui s'est transformé en l'un des plus grands crashs au sein des DNVB françaises. Ici, le coupable n'est plus un modèle économique fragile. Le coupable, c'est le système lui-même. C'est la pression de l'hypercroissance post-médiatisation. Une machine à broyer qui a trouvé sa victime parfaite, Dantec.
Vous connaissez Dantec sous un autre nom, Bob, le mini lave-vaisselle. Leur histoire est celle du succès absolu. Ils passent pendant la saison 2. On leur propose le plus gros deal de l'histoire de l'émission à l'époque, 500 000 €. Fait incroyable, ils le refusent après le tournage, jugeant les conditions trop défavorables. Mais l'exposition a eu lieu, et c'est un raz-de-marée. Dantec devient le symbole du Made in France. Ils vendent 100 000 lave-vaisselle. Ils créent 200 emplois. L'usine tourne à plein régime. Mais en coulisses, c'est le chaos. Obsédés par leur prochain produit, un four nommé Joe, les fondateurs y engloutissent 2 millions d'euros en recherche et développement. Et pour financer ce projet, ils doivent couper les coûts ailleurs. Et ils coupent là où ça fait le plus mal, le service client. Durant l'été 2023, le SAV de Dantec est fermé. Et pendant 2 mois, les clients sont abandonnés. Les avis négatifs explosent, on parle de panne, de problèmes de rouille, de produits défectueux sans aucune solution. L'entreprise, qui vendait des centaines de milliers de produits, n'était plus capable de répondre à ses clients. L'ironie est totale. L'hypercroissance, nourrie par leur passage télé, les a poussés à sacrifier leurs produits phares et leurs clients pour financer un produit de demain. Le système les a poussés à l'obsession de la croissance au détriment de la qualité. Le résultat était inévitable. Le 18 février 2024, Dantec se déclare en cessation de paiement. Le 5 mars, l'entreprise est placée en redressement judiciaire. Le symbole s'est effondré. L'exposition médiatique a agi comme un accélérateur. Elle a décuplé leur succès commercial, mais elle a aussi décuplé la vitesse de leur chute. Le système a donc broyé ses propres idoles. Les gagnants font faillite, les symboles implosent. Alors comment gagne-t-on à un jeu où les règles semblent difficiles ? En comprenant qui est le véritable arbitre et en jouant à un tout autre jeu. L'histoire qui suit n'est pas un accident, c'est la clé de voûte de tout le système. C'est l'histoire de Pimpan. Pimpan, une marque de produits ménagers rechargeables, arrive sur le plateau de la saison 4 et demande 150 000 €. Le jury est sceptique, les uns après les autres, les investisseurs disent non. Le verdict de l'émission est un échec total, 0 €. Mais ce que les 5 investisseurs dans le studio ne voient pas, c'est ce qui se passe dans le salon de 2 millions de téléspectateurs. Pendant la diffusion, des milliers de personnes, convaincues par le projet, se ruent sur le site de Pimpan. Le soir de la diffusion, en 45 minutes, il génère 150 000 € de chiffre d'affaires. Et croyez-moi, on a accompagné la marque pendant 3 ans et on était derrière notre télé pendant l'émission. Revenons sur ce que j'ai dit. En 45 minutes, ils ont obtenu le montant exact de leur levée de fonds. Non pas auprès de 5 investisseurs, mais directement auprès de leurs clients. Sans céder un seul % de leur capital, sans due diligence, sans attendre un an. Le vrai investisseur n'est pas dans le jury, il est sur son canapé avec sa carte bancaire. Le vrai jury, ce n'est pas 5 personnes, c'est le marché. Pimpan a compris que Qui veut être mon associé n'est pas une émission sur la finance ou les investissements. C'est une émission sur le marketing. C'est une page de publicité de 15 minutes en prime time sur M6. Et pour générer 150 000 € de vente avec de la publicité, disons, sur Meta, avec un retour sur investissement de 4, qui est plutôt excellent, il faudrait dépenser environ 37 500 €. Pimpan a obtenu cet impact en 45 minutes à moindre coût. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Fort de cette preuve de marché spectaculaire, ils ont ensuite levé 3,6 millions d'euros auprès de leur communauté et d'autres investisseurs. Leur échec télévisuel a été le plus puissant des accélérateurs. Ils ont gagné précisément parce qu'ils ont perdu. Ils ont évité le piège de la promesse vide, le cimetière des gagnants, fragile, et l'implosion par l'hypercroissance. Ils ont pris le seul actif qui compte, l'attention, et ils l'ont converti en cash. Ce n'est pas l'histoire de la chute d'un empire, c'est l'histoire de la chute d'un mythe. Le mythe selon lequel la validation doit venir d'en haut, d'un jury d'experts qui détiendrait la clé du succès. La réalité, c'est que l'exposition médiatique est un amplificateur neutre. Elle ne fait pas la différence entre un bon et un mauvais projet. Elle accélère tout. Le succès si vos fondations sont solides et la chute si elles sont bancales. Ce qu'il faut retenir de cette enquête. 1. La poignée de main n'a aucune valeur. Ne jamais baser un plan de trésorerie sur une promesse télé. 2. L'argent n'est pas une stratégie. Un investissement ne sauvera jamais un modèle économique non viable. Il peut même accélérer sa chute, comme pour Constant et Zoé. 3. La croissance non maîtrisée est un poison.
L'afflux de clients peut détruire une entreprise qui n'a pas préparé sa logistique et son service client, comme l'a montré le cas d'Entech. 4. Le seul véritable actif est l'audience. Le vrai but n'est pas de séduire 5 investisseurs, mais 2 millions de clients potentiels. C'est la leçon de Pimpant. Le brouillard digital, c'est exactement ça. C'est croire que le succès réside dans la validation externe, une poignée de main, un article de presse. C'est se concentrer sur le spectacle et oublier les fondations. Et chez Alexandrie, notre travail est d'inverser cette logique. On transforme la complexité digitale en clarté business. Nous aidons nos clients à construire les fondations solides, les process et la stratégie data avant que la lumière des projecteurs ne vienne révéler les fissures. Pour que l'exposition, quand elle arrive, soit un accélérateur de succès, pas un accélérateur de faillite. La question n'est donc pas qui veut être mon associé, mais mon entreprise est-elle prête à affronter le succès? Si cette enquête vous a apporté de la clarté, abonnez-vous. Nous continuons de déconstruire les mythes du business, une investigation à la fois.